Bonjour à tous, bienvenue dans Naphora Social Club. Ce soir, troisième et dernière diffusion de l'entretien que j'ai eu il y a quelques semaines avec le sociologue Alain Soral. Il reviendra ce soir notamment sur la télé-réalité et la vogue de la télé-réalité, Paris 2012, et sur l'évolution du populisme dans la politique française. Donc c'est parti. Parce que justement les 10 prochaines années de ce point de vue-là, par exemple, moi de mon point de vue, je ne pense pas que c'est l'attaque qui va sauver la face du monde ou même l'économie mondiale. Et donc, qu'est-ce que, en tant que sociologue, tu imaginerais qui va se passer? Est-ce que ces phénomènes-là vont s'accroître ou qu'il va y avoir un retour vers une certaine rigueur et vers une certaine analyse et une certaine logique? Par exemple, la télé-réalité, est-ce que la télé-réalité va encore augmenter? Est-ce qu'il va y avoir des suicides comme on l'annonce? La dérive de la télé-réalité et l'accélération de sa logique. On va vite arriver au bout. C'est-à-dire qu'au bout de la télé-réalité, il y a quoi? Il y a les camps de concentration. À la fin, tu fais quoi? Tu mets des gens dans des casemates et tu leur dis on veut un volontaire pour les douches. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut tuer des gens. Parce que quand tu les as un peu humiliés, un peu baisés, au début c'est l'érotisme. C'est très vite lassant. Après, c'est les rivalités, t'as vu, c'est le maillon faible, etc. On voit où ça mène tout ça. On ne fait que solliciter le désir sadique des gens. Tu vois, le désir de voir des gens souffrir, pleurer, la catharsis malsaine, le cocufiage, la violence, la délation. À la fin, on voit vers la guerre, vers mettre en scène de dire, il y en a un qui doit survivre, 1 million d'euros à celui qui reste vivant. Et puis on filme les mecs en train de s'entretuer. Enfin, tu vois, on n'est pas loin de ça déjà dans la mise en place. Donc soit on va jusque là, soit à un moment donné la télé-réalité s'écroule parce qu'elle a usé son, tu vois, elle a très vite cramé son capital. Alors aujourd'hui, on a des espèces de stratégies qui vont très vite à leur point zéro. Les gens se lassent. Au bout de la première compagnie, deuxième, troisième, à la troisième mouture, tu vois, le loft. Ils ont tenu deux saisons et après c'est déjà démodé. Et après c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de pire. Et comme on joue sur des cordes humaines qu'on connaît très bien, qui sont basées beaucoup sur la laideur, tu vois, le pulsionnel, ça va très vite au meurtre, tu vois, on va très bien où est le trou noir de tout ça. C'est Georges Bataille peut nous éclairer très facilement, tu vois. À la fin, c'est vous entretuez, quoi. Donc à un moment donné, on arrive très vite au bout, tu vois, avec Jacasse, tu vois, Michael Youn, il est déjà fini, tu vois, les mecs sont dans le temps, tu crées un animateur, puis il montait doucement, tu vois, Michel Drucker, 30 ans après, il est toujours là, l'homme préféré des grands-mères, ça se faisait en douceur et lentement et subtilement quelque part et de manière assez humble. Aujourd'hui, tu montes un Cador qui casse la baraque en 6 mois, puis 2 ans après, il s'est brûlé lui-même, exact, tu vois, sur le modèle punk, c'est-à-dire que ce mode extrême fait que tu vas très vite au bout et puis tu te consumes, tu vois, c'est une combustion ultra rapide. Donc, ça ne peut pas durer encore très longtemps comme ça. Quand les médias ne vendent plus, quand on voit non seulement qu'ils vendent plus, mais que les gens ne les suivent plus. C'est-à-dire que la légitimité de Serge Julie aujourd'hui, c'est de dire je fais voter les jeunes et les cons comme vous voulez, monsieur Rothschild, en leur faisant croire qu'ils sont de gauche. C'est ça son contrat. Mais à un moment donné, monsieur Rothschild, qui a acheté le journal à perte, parce que ça ne rapporte pas d'argent, donc on n'achète pas un journal pour vendre, on achète un journal pour dominer les esprits. Hein? Mais quand ces journaux qui sont censés dominer les esprits ne dominent plus rien, parce que quand Libération dit à tous les lecteurs de Libé, votez oui à la Constitution, et que les gens, même dans les sondages, te disent oui, je lis Libé tous les jours par habitude culturelle, mais je vote non quand même, monsieur Serge Julie, ça veut dire que, comme Edoui Plenel se fait sortir du monde, j'attends le moment où Serge Julie va se faire sortir de Libé. Parce que soit Serge Julie se fait sortir de Libé, et Libé peut avoir une nouvelle mouture et durer encore un peu, soit Libé meurt, va jusqu'au bout et disparaît avec Serge Julie, qui, si tu veux, a tellement compromis son honneur et sa dignité en tant qu'homme de gauche issu de mai 68, et elle est tellement loin dans l'abjection, le mensonge et les contradictions, qu'à un moment donné, c'est comme Malek Bouti avec le PS, il ne rapporte plus rien. C'est-à-dire que Malek Bouti, il est à la charge du PS, mais quelle influence a-t-il sur sa cible d'origine et son segment de marché d'origine? Quel mec des banlieues pense que Malek Bouti est autre chose qu'un collaborateur et un traître? Personne. Donc finalement, le mec rapporte plus grand-chose, il est à la charge de ceux qui l'ont poussé à trahir. C'est ça le problème, il est là, c'est qu'on a un problème de marché, c'est que ça ne se vend plus. Toi, le problème, on peut parler de Dieudonné. Dieudonné, on lui a mis une fatwa sur le dos. Exactement comme Mel Gibson, mais dès qu'il a réussi à sortir son DVD avec beaucoup de difficultés en passant par le Canada, etc., et ben tout de suite il était premier des ventes. Donc voilà. Mais le débat il n'est pas là, c'est qu'on a dit ce film qui était un film en araméen que Mel Gibson avait produit pour des raisons personnelles et qui comptait à la limite distribuer gratuitement dans un circuit religieux, tu vois, ultra minoritaire. Finalement, l'interdiction qu'on a eu nous de le voir, nous chrétiens, fait que tous les chrétiens y sont allés et que c'est un film qui a eu plus de succès que Titanic. Tout ça avec 3 clous et 2 planches.
je remarque que si tu veux, c'est très contre-productif ce boycott. C'est-à-dire que finalement les gens en ont marre qu'on leur dise ce qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire, et que d'instinct, quand on leur dit ce type-là, il faut absolument que vous le boycottiez, d'instinct, quand on voit les gens qui vous disent de ne pas y aller et qu'on voit le regard du mec qui a fait le boulot, on a envie d'y aller parce qu'on se dit un mec qui a osé faire un doigt d'honneur à toutes ces Josène Savigno ne peut pas être totalement mauvais, et on va aller voir parce que ce mec a un peu de sang dans les veines et un peu de courage. Et c'est là où les autres, là, ils ont une crise grave, tu vois, c'est que ça ne marche plus, tu vois, ça ne marche plus. Donc ils peuvent boycotter, faire comment dirais-je, des éditos dithyrambiques pour faire l'apologie de tout ce qu'ils veulent, des élections en Irak, etc. Le peuple de France, qui n'est pas très courageux, mais qui n'en pense pas moins, si tu veux, donne l'impression de se soumettre, parce qu'effectivement ils ne sont pas révolutionnaires, mais quand ils peuvent, si tu veux, faire un petit doigt d'honneur en allant voter discrètement pour Le Pen au premier tour, en allant voir le film de Mel Gibson ou en achetant le DVD de Dieudonné, parce qu'ils sont tous allés l'acheter en douce, ils le font. Donc moi je dis à ces décideurs, à ces gens de pouvoir et aux gens qui travaillent pour eux, vous avez un problème, c'est que ça ne marche plus. Je veux dire, quand ça ne marche plus, il faut réfléchir, hein, parce que c'est tout. Moi, à la limite, si vous voulez me consulter et me payer correctement, je peux peut-être vous expliquer pourquoi ça ne marche plus. Hein. Ouais, après, le fait de savoir que si ça marche ou pas, ça les intéresse pas, eux. C'est accéder au pouvoir et le conserver, quoi. Le pouvoir, c'est la maîtrise, hein, et la maîtrise, c'est de comprendre, d'avoir un coup d'avance sur les autres. Ouais. Quand tu comprends plus comment ça marche, tu es sur le point de perdre le pouvoir, crois-moi, toujours. Ouais, mais il ira au profit de qui le pouvoir si jamais... Je ne sais pas au profit qui ira, mais c'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir, ils n'ont pas envie de le perdre. Si Nicolas II avait mieux compris, si tu veux, la situation de la Russie à l'époque, il avait peut-être mieux écouté plus Lénine que Raspoutine, il serait peut-être mort dans son lit, tu vois ce que je veux dire. C'est très très dangereux de ne plus comprendre ce qui se passe. Si les conseillers de Jospin lui avaient dit « Monsieur Jospin, vous allez le vote de la Constitution, ça sera non. Ne ressortez pas de l'île de Ré pour venir être à nouveau un loser. Attendez que Hollande ait perdu et revenez après. » Moi, c'est ce que je leur ai dit. Parce que moi, si tu lis mes interviews datées sur Internet, j'avais préconisé le non à la Constitution à 56%. Donc j'ai pris le risque de 56%. Je suis allé un peu haut, mais ce que je remarque, c'est que moi, j'en étais certain de ce déferlant du non. Les conseillers de Jospin, non, puisqu'ils lui ont dit, tu vois, il est pas bête, il est mal conseillé, il est très mal entouré. Ces gens-là ont perdu le contact avec la réalité, parce qu'il faut être très bête pour Jospin, qui est déjà un loser, être revenu juste pour reperdre une nouvelle fois, alors qu'il était l'homme, si tu veux, l'homme de la réconciliation du salut, s'il revenait après le référendum. Donc ça veut dire qu'il est entouré d'imbéciles qui ont perdu tout contact avec la réalité, très mal conseillés, et il a fait une énorme erreur en revenant une nouvelle fois pour perdre. Il fallait qu'il revienne après. Bon, moi c'est ce que je dis. Je dis que les types qui sont au pouvoir en ce moment détestent les gens comme moi parce que je leur dis des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Mais ces choses que je dis, ce sont des analyses justes et correspondent à la réalité. S'ils veulent garder le pouvoir, il faut qu'ils gardent la maîtrise de la réalité, c'est-à-dire une analyse cohérente, c'est-à-dire que la prospective. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? C'est un mec qui a un coup d'avance sur le commun des mortels, qui dit voilà vers quoi on voit, je pense que, qui dit dans les années 30, je pense qu'Hitler a une grosse chance de prendre le pouvoir. Tu vois, donc ça sert à rien de dire que c'est un crétin, ça marche pas. Plus vous direz ça, plus les gens voteront pour lui. Ça sert à rien de dire qu'il est antisémite. C'est pas ça, c'est plus ça qui fait peur aux gens. C'est ce genre d'analyse que je suis capable de faire. Moi, je dis, attendez, vous voulez faire de l'esthétique? Vous voulez faire de la sociologie? Vous voulez garder le pouvoir? Ou vous voulez garder la certitude de vos certitudes surannées? À un moment donné, quand ça ne marche plus, il faut se poser des questions. Il faut, je dis, vous êtes mal entouré, vous êtes mal conseillé, vous avez perdu le contact avec la réalité. Ça fait quand même 2 fois que Jospin comprend rien, tu vois. La première fois quand on lui dit, vous savez, vous serez peut-être pas au 2e tour, il a ricané. Moi, je savais que Le Pen serait au 2e tour, je l'avais écrit, tu vois. Je l'avais écrit, j'en étais sûr, tu vois. Et là, je savais que ça serait, et tout ça, c'est dans mes textes. Donc moi, je dis pas grand chose. Je dis, on peut penser ce qu'on veut de ce que j'écris, de ce que je dis. Il se trouve que j'ai à peu près raison sur tout ce que j'ai écrit depuis 1984. Hein, donc ça peut forcer le respect en tant que prescripteur, en tant qu'analyste. Parce que je sais très bien que les gens qui sont au pouvoir en ce moment, les animateurs culturels issus de mai 68, leur penseur préféré c'est Sartre, et la phrase qu'ils disent c'est que ce que j'aime chez Sartre, c'est qu'il s'est toujours trompé. Je veux dire, ils disent pas ça d'un plombier ou d'un ingénieur ou d'un architecte. Moi, ce que j'aime chez certains penseurs, c'est qu'ils ont souvent eu raison, tu vois, c'est ça qui fait qu'ils sont crédibles. Alors évidemment, si leur vision du monde et du penseur c'est Sartre, ça c'est leur problème. Mais à mon avis, ils vont pas garder le pouvoir encore très longtemps. Bon, je vais essayer d'enchaîner. Donc, tu vis sur la côte basque, hein, et donc, vu que tu t'intéresses à l'actualité et à la sociologie, et que tu as l'habitude de réfléchir sur les interactions entre les groupes sociaux, mais qu'à la fois tu es de culture marxiste. Marxienne, maintenant. Ouais, et du fait que, justement, la culture marxiste est contre les nationalismes, est-ce que déjà tu as été confronté à t'intéresser aux problèmes basques, et est-ce que tu perçois ça comme un problème, ou est-ce que tu as plutôt une sympathie, ou... Je vais te répondre très honnêtement.
J'ai travaillé sur plusieurs sujets, comme tu sais, en tant que sociologue, populaire, journaliste, tout ce que tu veux, notamment les femmes, le féminisme, la séduction, etc., et sur les communautarismes. Ça m'a attiré beaucoup d'ennuis, parce que quand tu montres du doigt les communautarismes, les communautés montrent du doigt, t'attaquent, tu vois, et te disqualifient, etc. Donc j'ai eu sur le dos, comme tu le sais, le mouvement ACT UP qui m'a emmerdé, les féministes, les sionistes quand j'ai osé parler du communautarisme juif. J'ai eu aussi certains excités arabes quand j'ai parlé du communautarisme, disons, des IVA, c'est-à-dire des délinquants maghrébins, etc., qui est aussi un communautarisme pour moi. J'ai eu tous les ennuis. Je me suis retiré au Pays Basque pour avoir un peu la paix. Alors là, je vais avoir une honnêteté de te dire que pour des raisons de possibilité d'existence, je m'interdis totalement d'avoir la moindre idée sur les Basques, parce que je vis chez eux et que je veux pouvoir être à un endroit au moins tranquille et au calme. Donc un, je ne connais pas bien le sujet, et deux, je fais exprès de pas bien le connaître, parce que de même, si je vivais en Corse, je peux te dire que je ne me permettrais pas un mot sur le communautarisme corse. Alors on peut dire oui, c'est pas courageux, c'est lâche. Non, c'est honnête. C'est parce que je veux pouvoir avoir la paix quelque part. Donc moi, on m'a proposé déjà une interview dans un journal corse, dans un journal basque. J'ai refusé. J'ai dit non, je ne parle pas de là où je vis, tu vois, parce que je veux pouvoir être au moins tranquille quelque part. C'est un sujet que je ne connais pas bien. C'est une région que j'aime beaucoup. J'ai aucun problème ici, et je veux pas en avoir. Et je veux dire, la question basque me semble pas être fondamentale par rapport à la crise de la France actuelle. Et je n'ai pas trouvé même en moi, si tu veux, de ressort pour me passionner pour cette question. Alors que toi, par exemple, sur la question palestinienne, à un moment donné, malgré moi, j'y suis allé parce que c'est un problème moral. Tu vois, je me suis dit, ça serait lâche si je refusais de regarder cette question en face. La question basque, non, franchement, ça m'a pas interpellé plus que ça. J'y connais pas grand chose et je veux pas trop en parler parce que je te dis, je vis ici et je suis un étranger dans cette région. Je respecte ce qu'on appelle l'enracinement. Tu vois, je pense que je suis pas pour le mondialisme. Je pense que tout le monde n'est pas chez soi partout. Je fais l'effort de m'intégrer entre guillemets, c'est-à-dire tu vois, je suis un mec qui arrive de Paris, un Savoyard arrivé de Paris au Pays Basque. Et ben je m'intègre, tu vois, et je donne pas de leçons. Et je pense que si tout le monde faisait comme ça irait mieux partout, tu vois. D'accord. Et moi je vais revenir sur des petits thèmes parce que j'ai eu des missions avant de te rencontrer évidemment. Et tu vois, j'avais fait plutôt des thèmes sur des faits de société ou ce type de choses. Et par exemple, j'avais fait un thème qui s'intitulait Non Paris 2012, où justement je montrais clairement que toutes les raisons laissent à penser qu'il fallait s'opposer à Paris 2012, que ça soit d'un point de vue de la corruption de Guy Dru ou de la marchandisation des Jeux Olympiques, hein. Et je sais pas, par exemple. Surtout pour les Parisiens, parce que je peux dire, ça aurait été très terrible au niveau des impôts locaux, au niveau de la perturbation urbaine, où déjà Delanoë a fait de la Paris un vaste chantier, parce qu'il se prend pour Ceausescu et il est en train entièrement de redessiner sous les injonctions des Khmers verts, qui sont les idiots utiles du lobby, à mon avis, de l'immobilier. Il est en train d'empêcher les gens de rouler dans Paris. C'est une analyse que j'ai fait dans mes livres, hein, mais c'est un sens politique qui n'est pas étranger à la bulle spéculative de l'immobilier actuellement. Moi, en tant que quelqu'un qui vit à Paris 10 jours par mois, j'espérais de tout mon cœur que Paris n'ait pas les Jeux Olympiques, parce que je préfère les voir à la télé que de les subir. C'était un prétexte pour faire exploser les prix, pour virer tous les derniers pauvres qui restent dans le quartier de la Fourche et du vieux Batignolles, etc. C'était un cache-misère pour quelqu'un qui n'a aucun projet politique comme Delanoë, et qui est une baudruche, et là je le prophétise, qui va se dégonfler le jour où il tentera d'accéder à des marches supérieures de la politique, il s'écroulera de lui-même. Delanoë n'existe qu'à cause de Tibéri, il ne faut pas oublier, il n'est rien du tout. C'est une baudruche. Il y a un livre qui est sur lui en ce moment là, qui s'appelle Parricide, là, écrit par un mec qui s'appelle Devoucou, qui est pas mal. Je pense qu'il y a Delanoë, c'est le Sarkozy de Paris, quoi. C'est le niveau zéro de l'action politique. Tout ce qu'il fait à Paris me semble totalement néfaste. Et je pense qu'à un moment donné, les Parisiens eux-mêmes s'en rendront compte parce que ça va trop loin. J'étais contre le fait que Paris ait les Jeux Olympiques. Je pensais que Paris n'aurait pas les Jeux Olympiques. C'est dommage parce que Bilalian voulait m'inviter à la télé pour que je donne mon avis avant et j'étais sûr que Paris n'aurait pas les Jeux Olympiques, donc j'aurais pu prophétiser une fois de plus. Parce que je pense que quiconque a une vision de la France actuelle sait que
on ne peut pas aujourd'hui donner crédit à une équipe politique pour quelque chose qui se passera en 2012, parce qu'il va se passer des choses assez brutales et assez graves en France d'ici 2012, et que moi j'aurais absolument pas misé sur la France de toute façon. C'est peut-être pour d'autres raisons que la France n'a pas eu. Il y a des textes qui circulent sur Internet en disant que les Anglais ont eu l'intelligence de faire circuler des images de Delanoë à la Gay Pride, et que ça nous a aliéné une douzaine de votes arabes, de musulmans, et que ça s'est joué à 4 votes. Et là, on se pose la question de savoir ce qu'un militant communautaire quand un militant communautaire prend la tête d'un collectif qui est censé être syncrétique, ce que ça peut coûter. Et ben là, c'est-à-dire qu'en fait, là, je pense que le fait que Delanoë soit un militant gay nous a coûté, en tout cas, les votes qui nous ont manqué pour le vote de Paris 2012, parce que circule sur Internet la liste des 12 musulmans pratiquants qui ont dévier leur vote à la suite de la circulation de ces photos. On voyait Delanoë bras dessus avec des drag queens. Et moi je pose la question de savoir si un type qui est maire de la plus grande ville de France et qui prétend pratiquement à la magistrature suprême peut passer pour quelqu'un de sérieux en se baladant bras dessus avec des drag queens. Hein. Je le dis même aux drag queens à la limite. Moi je serais drag queen, j'aurais pas envie de bras dessus avec un politicard. Vous voyez, hein, il faut se rappeler ce que c'est que la subversion et le libertarisme. On serre pas la main à certains hommes politiques. Hein. C'est tout. On reste impur. Enfin, on reste réellement marginal. Là. On reste réellement subversif. On couche pas avec ces gens-là. Et moi sur les Jeux Olympiques, oui, en tant que Parisien, en tant que Français. J'espérais qu'on l'ait pas, parce que justement j'en ai marre de ces caches-sexes, tu vois, c'est-à-dire du festif, tu sais, du festif et du convivial pour masquer la crise. Et là, il paraît que Delanoë postule pour qu'on ait les Gay Games en 2010, c'est-à-dire que là, il postule pour que Paris ait les Jeux Olympiques gays en 2010. Et là, à mon avis, c'est une erreur de plus, parce que si jamais Paris est le lieu des Gay Games, je veux dire, là, en termes d'image, on va encore en prendre un sale coup, parce que je vois même pas comment ça peut être possible, les Gay Games. Ça veut dire qu'il y a des Andy Games. Maintenant, il va y avoir des Negro Games, des Judéo Games, et puis pourquoi pas aussi enfin, je sais pas. Des Beauf Games aussi. Des Beauf Games, oui, c'est les seuls auxquels on n'aura pas droit. Hein. Ça devient n'importe quoi. Ouais, et un autre fait de société, tu vois, enfin, j'avance un petit peu, parce que j'ai vu ton point de vue, et un fait de société qui est assez présent et qui est très très mis en valeur par les médias, c'est les mouvements rave. Je sais pas si tu as réfléchi à ça, ou si tu vois ça comme une... Ça, pas beaucoup. Il faut que les jeunes s'amusent, ça c'est une tradition, c'est l'adolescence où on a pour des tas de raisons, on a besoin de communier. Chaque génération a sa manière de s'amuser. Je sais pas si Woodstock c'était très différent des rêves. Moi, ça m'emmerde le côté, la musique, tout ce qui est musique techno, ce côté, tu sais, pulsionnel, très minimaliste, me semble être une régression par rapport au public du jazz ou même d'une certaine pop musique. Il me semble qu'on va vers de plus en plus de pulsionnel, de fusionnel, de régression, fusionnello-maternante. Enfin, tu vois, ça rejoint mes idées sur le néo-féminisme, le matriarcat, ça. C'est-à-dire que quand je vois un mec sauter à pieds joints dans la boue, sur place, en écoutant une musique réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire un beat, tu vois, électronique, boum, 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 etc. Je me dis, bon, c'est pas génial, mais d'un autre côté, l'adolescence a toujours correspondu à ce désir de fusion, comme ça, un peu simplette, et c'était pas tellement mieux.